Cessez de vous bercer d'illusions en croyant que vos pensées vous appartiennent vraiment. La plus grande illusion que nous entretenons est de nous croire seuls maîtres de notre âme, isolés et imperméables au monde extérieur. La vérité brutale est que vous êtes, à l'heure actuelle, le résultat d'une contagion invisible qui se produit chaque jour. Les idées, les émotions et les façons d'appréhender la vie fonctionnent exactement comme un virus. Si vous passez vos journées avec des personnes anxieuses et névrosées, qui vivent dans la peur de l'avenir, ou qui trouvent une excuse à chaque situation, vous ne vous contentez pas de les écouter. Vous devenez comme elles. C'est biologique. C'est inévitable. La peur de vivre est extrêmement contagieuse, et avant même de vous en rendre compte, l'hésitation de l'autre devient votre propre doute. Comprendre cela n'est pas un simple détail. C'est une question de survie psychologique. Le conseil qu'on entend souvent est d'une simplicité déconcertante. Éloignez-vous des personnes toxiques. En théorie, c'est parfait. Mais soyons réalistes. Dans la réalité, la personne toxique est parfois votre père, celui qui subvient à vos besoins. Parfois, c'est votre patron, et vous avez besoin de ce travail. Parfois, c'est votre partenaire de longue date. Si votre seul but était de gagner de l'argent et d'accumuler un certain statut, il serait facile de trouver un groupe d'amis superficiels partageant ces valeurs futiles. Mais si vous êtes là, à écouter ces lignes, c'est que vous recherchez quelque chose de plus profond. L'épanouissement d'une personnalité complète, une vie qui ait un véritable sens. Et le problème tragique, c'est que le temps ne s'arrête pas pendant que vous cherchez ce groupe idéal d'amis philosophes et sages. Le temps continue de s'écouler tant que vous êtes entouré d'idiots ou de personnes brisées. Alors, que faire lorsqu'il est impossible de fuir physiquement? C'est à ce moment-là que la plupart des gens baissent les bras et se résignent au rôle de victime. Mais l'histoire prouve que l'environnement a certes une influence, mais qu'il n'a pas le dernier mot. Il existe une issue, et elle exige une force intérieure que peu choisissent de cultiver. Pour le comprendre, il faut se pencher sur la vie d'un homme qui avait toutes les raisons du monde d'échouer. Le géant de la littérature russe, Anton Tchekhov. Imaginez grandir dans un lieu qui semble conçu pour anéantir les rêves. Tchekhov est né dans une ville portuaire peuplée d'ivrognes, de fainéants et d'illettrés. Mais le véritable enfer n'était pas la ville, c'était sa propre maison. Le père de Tchekhov était un tyran, un homme au tempérament explosif, un fanatique religieux hypocrite qui battait ses enfants aussi souvent qu'il priait. Il n'y avait ni paix, ni encouragement, ni amour. La situation était si sordide que, lorsqu'Anton n'avait que 15 ans, ses deux frères aînés s'enfuirent à Moscou, abandonnant leur famille pour échapper à la brutalité de leur père. Cela transforma la vie de Tchekhov, laissé pour compte, en un véritable cauchemar. Il devint la cible principale de la colère de son père. Et comme si la violence ne suffisait pas, le magasin familial fit faillite. Pour éviter d'être arrêté pour dette, le père s'enfuit secrètement à Moscou, suivi par la mère et les plus jeunes enfants. Et c'est là que l'impensable se produisit. Anton Tchekhov, un adolescent de 16 ans, se retrouva seul. Il dut rester dans la maison qui n'était plus la leur, vendant les quelques meubles qui lui restaient pour payer son voyage et terminer ses études, tout en faisant face à des créanciers furieux qui frappaient à la porte pour exiger le paiement de leurs dus auprès du père en fuite. Imaginez la gravité de la situation. Tchekhov avait tous les ingrédients pour devenir un homme amer, rongé par l'apitoiement sur soi, ou comme son frère aîné, alcoolique. Il avait le droit de blâmer la vie, son père, la pauvreté et la solitude. La plupart d'entre nous, à sa place, se seraient enfoncés dans le rôle de victime. Mais Tchekhov était différent. Il a observé sa famille, le chaos qui l'entourait, et a pris une décision silencieuse et inébranlable. Il ne leur ressemblerait pas. Il a refusé l'héritage psychologique de sa famille. Robert Greene, analysant la vie de Tchekhov, souligne que c'est durant cette période d'abandon qu'il fit un vœu solennel envers lui-même. Il jura de ne plus jamais se soumettre à personne, ni par peur, ni par intérêt. Il décida de ne plus jamais se plaindre, de ne plus jamais blâmer autrui, de ne plus jamais revivre cette vie désordonnée et sordide qu'il observait chez son père. Au lieu de s'imprégner de l'influence néfaste de son environnement, il forgea un antidote par le travail et l'excellence. Pour survivre, il commença à donner des cours particuliers, tout en étudiant. Il se concentra avec une telle intensité, une telle discipline,
qu'il obtint son diplôme avec des notes suffisamment élevées pour décrocher une bourse pour la faculté de médecine de Moscou. Lorsqu'il retrouva enfin sa famille, il n'arriva pas en victime, s'excusant ou réclamant de l'affection. Il arriva en homme mûr, en nouveau chef de famille, soutenant ceux qu'il avait abandonnés par ses écrits et son métier de médecin. Le secret de Tchekhov et l'argument central qui explique sa vie aujourd'hui réside dans le fait que la liberté mentale découle de la compétence. Ce qui a sauvé Tchekhov, ce n'est pas la recherche d'amis branchés, mais son immersion dans un travail intrinsèquement gratifiant. Lorsqu'on excelle dans un domaine, lorsqu'on cultive des habitudes d'excellence, on crée une barrière protectrice autour de son identité. Le chaos ambiant peut persister, les gens peuvent continuer à être médiocres, mais on n'est plus affecté de la même manière car notre valeur ne dépend plus de leur approbation, mais de notre capacité à créer et à produire. Le problème, c'est que beaucoup de gens refusent d'admettre qu'ils peuvent cultiver ces habitudes. Il est plus facile de se raconter une histoire où leur situation est spéciale, leur souffrance unique, et où ils pensent que c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ils se persuadent que leurs parents, leurs conjoints ou leur passé les ont brisés irrémédiablement. C'est un mensonge. Certes, d'autres personnes peuvent leur rendre la vie bien plus difficile, mais ce sont leurs choix ou leur absence de choix qui façonnent leur personnalité. Si vous parvenez ne serait-ce que quelques heures par jour à faire taire le bruit insupportable de votre environnement social et à vous concentrer intensément sur le fait de devenir la personne que vous souhaitez être par l'action, la magie opère. Lentement mais sûrement, l'emprise de votre environnement sur votre esprit se relâche. Vous cessez de réagir et commencez à agir. Vous cessez d'être le reflet passif des névroses d'autrui et devenez une force créatrice active. Cependant, même en développant cette souveraineté intérieure et en vous concentrant sur votre travail, vous devrez toujours composer avec ces personnes au quotidien. Vous devrez toujours faire face à ceux qui vous frustrent, vous déçoivent et tentent de vous freiner. Et quels que soient vos efforts sur vous-même, la colère et l'irritation suscitées par le comportement d'autrui peuvent vous épuiser et vous empêcher de progresser. Alors comment coexister avec des personnes difficiles, sans les laisser perturber votre sérénité et saboter votre évolution? Avez-vous déjà pris le temps de calculer la part de votre énergie vitale qui s'évapore chaque jour simplement parce que vous refusez d'accepter la réalité telle qu'elle est? La principale source d'épuisement humain n'est ni le surmenage physique, ni même la complexité des tâches intellectuelles. Ce qui nous détruit véritablement, ce qui consume notre âme goutte à goutte, c'est le tumulte émotionnel causé par notre obstination puérile à juger la façon dont les autres devraient se comporter. Nous vivons dans un état de protestation intérieure constant. Vous vous réveillez en souhaitant que votre partenaire soit plus attentionné, votre patron plus juste, votre voisin plus discret. Et lorsqu'ils ne le sont pas, car ils ne le sont presque jamais, vous êtes frustré. Vous vous mettez en colère. Vous passez des heures à entretenir des dialogues imaginaires, à gagner des disputes qui n'ont jamais eu lieu, à essayer de corriger le comportement d'autrui. Cette attitude est un piège mortel pour votre développement. Le problème n'est pas que les gens soient difficiles, le problème est que vous êtes constamment choqué par leur personnalité. Robert Greene soulève ici un point crucial. Nous devons cesser de voir les gens à travers le prisme de nos désirs et commencer à les considérer comme des objets inanimés dans le monde physique. Cela peut paraître froid au premier abord, mais suivez ce raisonnement, car c'est la clé de votre liberté émotionnelle. Imaginez un phénomène naturel. Quand vous voyez un orage se former à l'horizon, vous n'êtes peut-être pas ravi. Vous préférez peut-être le soleil. Mais vous ne vous offusquez pas personnellement du nuage. Vous ne pointez pas le ciel du doigt en criant que la pluie est immorale ou que le tonnerre vous manque de respect. Vous acceptez que l'orage soit un fait. Il est dans la nature de pleuvoir. De même, si vous tombez sur un gros rocher au milieu de la route, vous n'essayez pas de le convaincre d'être mou. Vous ne lui faites pas la leçon en lui disant qu'il aurait dû s'écarter. Vous comprenez que le rocher est dur, lourd et qu'il est là. C'est un fait accompli. Appliquez maintenant cette même logique rigoureuse aux personnes qui vous entourent. Ce parent qui fait toujours des remarques passives-agressives lors du dîner du dimanche, il est comme la pierre. Ce collègue qui tente de vous déstabiliser par insécurité, il est comme la tempête. Percevoir les gens comme des faits ou des phénomènes
revient à comprendre que leur comportement résulte d'une longue chaîne d'événements, de traumatismes, de facteurs génétiques et d'habitudes qui n'ont rien à voir avec vous. Quand quelqu'un est impoli, c'est aussi impersonnel que les épines d'un cactus. Le cactus n'a pas d'épines parce qu'il vous déteste, il en a parce que c'est sa nature. Une personne amère ne l'est pas pour vous attaquer. Elle est amère parce que c'est son état d'esprit du moment. En adoptant cette attitude, vous opérez un changement radical dans votre état d'esprit. Vous cessez de souhaiter que les gens soient différents. La frustration naît du décalage entre vos attentes et la réalité. Si vous abandonnez l'idée que l'autre personne devrait être aimable, polie ou efficace, et que vous acceptez le fait qu'elle soit impolie, ignorante ou paresseuse, la frustration disparaît. Il ne reste plus que l'observation. Vous devenez un observateur attentif de la nature humaine. Vous regardez cette personne difficile et pensez « Intéressant, voilà un autre exemple d'insécurité humaine qui se manifeste par l'arrogance. » Et c'est tout. Plus de colère, plus de jugement moral, plus d'angoisse. Ceci nous amène à une erreur stratégique que nous commettons presque tous. Tenter de changer autrui par les mots. Combien de fois avez-vous essayé d'expliquer à quelqu'un pourquoi son comportement était inapproprié? Combien de leçons avez-vous donné? Combien de fois avez-vous essayé d'utiliser la logique pour calmer une personne agissant sous le coup de l'émotion? Et combien de fois cela a-t-il fonctionné? Probablement jamais. Essayer de changer quelqu'un par des arguments, c'est comme essayer d'apprendre à un chat à aboyer en lui expliquant la théorie canine. C'est inutile, et cela ne fait qu'irriter les deux parties. Carl Jung, l'un des plus grands psychanalystes de l'histoire, l'avait compris avec une clarté troublante. Il affirmait que le meilleur moyen de changer un proche n'est pas par les mots, mais par l'exemple. Et il allait plus loin, en se concentrant sur la relation parents-enfants, modèle fondamental de toutes nos interactions. Un enfant peut être impressionné par les grands discours moralisateurs de ses parents, mais ce qui l'éduque véritablement, ce qui forge son caractère, c'est la vie que mènent ces derniers. Si vous dites à quelqu'un « calme-toi », mais que vous êtes stressé, vos paroles ne sont que du bruit. Votre état crie si fort que personne ne vous entend. Ainsi, en considérant les gens comme des faits, vous cessez de vouloir les changer. Vous abandonnez la mission impossible de réformer le monde. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille être passif ou accepter les abus. Au contraire, percevoir une personne comme un danger potentiel vous offre la lucidité nécessaire pour prendre vos distances ou la neutraliser sans vous impliquer émotionnellement. Face à un serpent venimeux, vous ne cherchez pas à l'adoucir. Vous vous écartez simplement de son chemin. Vous agissez avec prudence, en respectant le danger qu'il représente et en gardant vos distances. En appliquant cette méthode aux personnes toxiques de votre entourage, vous reprenez le contrôle. Votre détermination s'en trouve renforcée, car votre énergie ne se dissipe plus par l'indignation et la colère. De plus, ce changement d'attitude apporte une paix inattendue à vos relations. Paradoxalement, lorsque vous cessez d'essayer de changer les gens, ils ont tendance à vous apprécier davantage. Personne n'aime se sentir comme un projet d'amélioration pour autrui. Lorsque vous acceptez les défauts de vos amis et de votre famille comme des caractéristiques immuables, au même titre que la couleur de leurs yeux ou leur taille, vous créez un espace d'acceptation. Et parfois, c'est précisément dans cet espace de non-jugement que les gens trouvent la sécurité nécessaire pour commencer à changer d'eux-mêmes. Mais même s'ils ne changent pas, vous êtes en sécurité. Vous avez protégé votre esprit. Il nous faut admettre que le monde social regorge d'interactions vides, de relations toxiques et de personnes profondément prisonnières de leur propre schéma destructeur. Certaines relations doivent être rompues, certes. Mais pour celles qui persistent, celles que l'on ne peut ou ne veut pas rompre, la technique consistant à considérer l'autre comme un objet neutre est notre armure. On cesse d'être une feuille emportée par le vent, secouée par la moindre humeur négative, et l'on devient une montagne. La tempête fait rage autour de nous, les gens crient, pleurent, échouent et trahissent, mais notre paix intérieure demeure intacte, car nous avons cessé de lutter contre la réalité. Mais maintenant que vous avez appris à protéger votre esprit des influences extérieures, et que vous avez cessé de vous laisser abattre par le comportement d'autrui, un défi encore plus profond et bien plus dangereux se présente. Il est facile de se débarrasser de l'ennemi extérieur quand on sait qui il est.
Mais que faire lorsque la voix toxique, les critiques cruelles et le saboteur implacable ne viennent pas des autres, mais résident en vous, vous poussant à détester la personne que vous voyez dans le miroir? La haine de soi est un état paralysant et terrifiant dans lequel vivent la plupart des gens, même s'ils ne l'avouent jamais. C'est un lieu obscur de l'esprit, empli de culpabilité, de honte, d'anxiété et de regrets constants pour ce que l'on a fait ou omis de faire. Quand on se regarde dans le miroir et que l'on n'aime pas ce que l'on voit, non seulement physiquement, mais aussi moralement et spirituellement, la douleur est si vive que la seule réaction logique semble être la fuite. On veut se libérer de sa propre peau. On veut désespérément cesser d'être soi-même. Et c'est précisément là que la société moderne nous tend des pièges mortels déguisés en soulagement. Pour supporter cette angoisse insupportable d'être qui nous sommes, nous avons recours à ce que les psychologues appellent l'évasion par auto-répression. Nous tentons de faire taire notre conscience. Nous buvons de l'alcool non pour son goût, mais pour le silence qu'il impose aux voix critiques qui résonnent en nous. Nous jouons aux jeux vidéo pendant 8 heures d'affilée, où nous nous perdons dans l'abîme infini des réseaux sociaux et de la pornographie, non pas par recherche de plaisir véritable, mais par besoin de rétrécir notre champ de pensée. Nous voulons réduire notre attention à un point si précis que la conscience de soi et l'autocritique disparaissent. Nous voulons oublier, ne serait-ce qu'un instant, le sentiment d'échec que nous éprouvons. Le problème tragique, c'est que ce type d'évasion revient à vaporiser un parfum coûteux sur un panier de linge sale et rance. Cela peut masquer l'odeur quelques instants et vous distraire de la douleur immédiate, mais ne résout rien. Pire encore, avec le temps, l'odeur nauséabonde revient en force. Lorsque l'anesthésie de la dépendance se dissipe, vous vous réveillez en vous sentant encore plus mal, plus faible et plus éloigné de la personne que vous aspirez à être. Cependant, et c'est là le tournant décisif qui peut vous sauver la vie, le désir de vous échapper n'est pas mauvais en soi. L'impulsion de fuir une identité qui vous fait souffrir est saine et nécessaire. L'erreur ne réside pas dans la fuite elle-même, mais dans la destination vers laquelle vous vous réfugiez. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un comportement qui vous fait oublier qui vous êtes, mais d'un nouveau moi vers lequel vous pouvez vous évader définitivement. Nous parlons ici de la création délibérée d'un alter ego ou d'un second moi. Il ne s'agit ni de prétention enfantine ni de folie. C'est de la manipulation de la personnalité à l'état pur. L'idée repose sur le fait que nous pouvons être les créateurs actifs de nous-mêmes. Votre personnalité actuelle est le fruit de l'imitation. Depuis l'enfance, vous avez imité vos parents, vos professeurs, vos amis et les figures d'autorité qui vous entouraient. Si vous avez le sentiment que votre personnalité actuelle est imparfaite, il est probable que vous ayez imité des modèles défaillants ou que vous ayez manqué de références de force et de dignité. Vous êtes le résultat d'un accident social. Créer un alter ego, c'est reprendre le contrôle de ce processus et se demander « Si ma vie avait été façonnée par des héros et des sages, qui serais-je aujourd'hui ?» La construction de ce second soi commence par une recherche approfondie. Il vous faut trouver de nouveaux modèles à suivre. Il peut s'agir de figures historiques, de grands philosophes, d'athlètes de haut niveau ou de personnages littéraires incarnant le courage, la discipline et le calme qui vous font défaut. Vous devez les étudier avec attention et minutie. Comment marche-t-il? Comment parle-t-il? Comment réagissent-ils face à l'insulte? Comment gère-t-il l'échec? Après avoir assimilé ces caractéristiques, vous devez accomplir une tâche qui peut paraître étrange, mais qui est essentielle. Rédiger un scénario. Munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo et dressez un portrait détaillé de la personne que vous souhaitez devenir. Quels sont les traits qui définissent cet homme ou cette femme? En quoi diffère-t-il ou elle radicalement de votre moi actuel, craintif et paresseux? Ce processus introduit le concept de thérapie par les rôles, développé par le psychologue George Kelly. La proposition est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Vous devez agir comme si vous étiez déjà cette autre personne. Il ne s'agit pas d'être soi-même, car soi-même est à l'origine de vos problèmes actuels. Il s'agit d'agir. L'objectif est d'endosser cette nouvelle personnalité comme une combinaison spatiale vous permettant de survivre dans un environnement hostile. Et pour que cette transition fonctionne, des rituels sont nécessaires. Niccolò Machiavelli, l'un des plus grands penseurs de la Renaissance, avait compris le pouvoir quasi magique du rituel.
Exilé dans une ferme, il était contraint, durant ses journées, aux tâches ingrates et aux conversations avec de simples villageois, ce qui pesait sur son intelligence brillante. Mais il cachait un secret. Le soir, avant de se retirer dans son cabinet de travail pour écrire, il s'adonnait à une rigoureuse transformation physique et mentale. Il ôtait ses vêtements de tous les jours, couverts de boue et de poussière, et revêtait des habits royaux et de cour, dignes des palais des rois. Il disait qu'en portant ces vêtements, il se libérait de toute la mesquinerie de son existence quotidienne. Il ne ressentait plus la faim, plus la soif, plus la peur de la mort, ni celle de la pauvreté. À cet instant, par le rituel, il cessait d'être l'exilé malheureux et devenait le grand philosophe dialoguant avec les anciens. Vous avez besoin de votre propre rituel. Il peut s'agir de quelque chose de simple comme porter des lunettes spécifiques en allant au travail, une bague symbolisant votre engagement envers l'excellence, ou écouter une musique particulière qui favorise cet état d'esprit. L'auteur Todd Herman appelle cela un totem. Lorsque vous touchez cet objet ou accomplissez ce rituel, vous envoyez un signal clair à votre cerveau. Votre ancien « moi », fragile et procrastinateur, disparaît, laissant place à votre second « moi », concentré et déterminé. Au début, vous aurez l'impression d'être un imposteur. Le syndrome de l'imposteur vous hurlera à l'oreille que vous ne faites que jouer la comédie, que tout cela n'est pas réel. Ignorez cette voix, continuez à jouer la comédie. Le secret, c'est que si vous maintenez le personnage suffisamment longtemps, si vous reprenez votre rôle d'alter ego à chaque faux pas, un miracle se produit. Le masque commence à se fondre avec votre visage. Les différences entre le rôle que vous jouez et votre véritable nature s'estompent. Ce qui était autrefois un effort conscient devient un réflexe. Goethe, le grand écrivain allemand, croyait que la plus grande joie pour l'être humain réside dans l'épanouissement de sa personnalité. Mais il savait que cela ne s'acquiert pas sans effort. On ne devient pas meilleur par hasard. Il faut façonner son caractère avec la même rigueur et la même précision qu'un artiste sculpte le marbre. Il faut avoir le courage de se défaire de son ancienne identité, celle qui était prisonnière de la souffrance et du rôle de victime, pour laisser place à une personne capable d'assumer le poids de la vie avec dignité. Tchekhov y est parvenu. Il s'est libéré peu à peu de son esclavage jusqu'à réaliser un jour que le sang qui coulait dans ses veines n'était plus celui d'un serviteur, mais celui d'un être humain à part entière. Vous en avez la même capacité. Les outils sont entre vos mains. Changez votre état d'esprit, considérez les gens comme des faits et construisez consciemment la personne que vous aspirez à devenir. La porte de la cellule est ouverte. Seul votre attachement à ce vieux moi que vous prétendez détester vous retient prisonnier. Si ce cheminement de transformation vous parle, et si vous en avez assez de vivre en pilote automatique, de répéter les mêmes erreurs année après année, sachez que ce n'est que le début. Sur cette chaîne, nous explorons en profondeur la philosophie et la psychologie pratique pour vous donner les outils nécessaires à ce combat intérieur. Alors, si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la liker. Cela permettra à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous, ont besoin de se libérer de leur chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car dans la prochaine vidéo, nous allons déconstruire un autre mensonge qui vous empêche d'évoluer. Et dites-moi en commentaire, quel aspect de votre ancien moi allez-vous éliminer aujourd'hui pour faire place au nouveau? Je veux connaître votre histoire. À bientôt.